Bienvenue ce soir pour la livraison du livret 5 de l'apprenti au rite écossais primitif. Nous avons déjà franchi un certain nombre d'étapes, notamment nous en avons terminé avec les cabinets de réflexion, nous entrons en loge et nous allons faire donc dans un premier temps l'ouverture des travaux et le parcours de la lumière. C'est une partie de l'ouverture. Après, nous verrons le rôle des officiers en loge. Dans le catéchisme de l'apprenti, nous ferons la phase finale de la réplique 27 à 33. Et dans les mots pour le dire, on verra la notion d'archétype et d'image archétypale en matière initiatique, ainsi que notion de polysémie symbolique. Et on finira par un QCM. Alors, s'agissant de l'ouverture des travaux, l'entrée en loge, eh bien sûr qu'il y a tout un process bien précis qui commence par l'abandon des métaux, un instant de silence pour l'abandon de nos métaux, avec peut-être éventuellement dans certains cas une petite musique de fond. La lumière éternelle est allumée, effectivement sur les parvis, elle n'a jamais cessé de s'éteindre d'ailleurs, je tiens à le signaler, et c'est cette lumière qui rentrera en loge. Voilà, chez nous c'est comme ça que ça se passe. Donc on va appeler les apprentis, apprentis visiteurs, compagnons, compagnons visiteurs, maîtres visiteurs, maîtres de la loge, et puis les officiers bien entendu, avec un rituel d'entrée en loge qui est précédé toujours par le frère terrible, hein, qui est chargé, je vous le rappelle, de tuiler les visiteurs, et le maître de cérémonie qui se charge de placer chacun d'entre nous à la bonne place. Les officiers rentrent en deux temps, la plupart des officiers dans un premier temps et dans un deuxième temps. Le maître de cérémonie, le frère terrible qui tient le chandelier à trois branches allumé à la lumière éternelle, le maître de cérémonie qui avance effectivement, suivi du vénérable maître et des premiers et seconds surveillants, ou précédé des premiers et seconds surveillants qui vont accueillir le vénérable maître. Voilà. Il y a aussi les visiteurs institutionnels, les officiers, les grands officiers notamment, qui rentrent d'une certaine façon. Lorsque cette entrée des dignitaires est terminée, nous procédons, je dirais, au démarrage du procédé d'ouverture de la loge. Puisque là, on n'a pas encore ouvert la loge, pas encore ouvert les travaux. Donc, automatiquement, le vénérable va frapper un coup de maillet une fois qu'il aura été annoncé et monté à l'Orient, et qu'il aura fait monter les dignitaires à l'Orient. Et le fait de frapper un coup va entraîner une réponse du premier surveillant au maillet et puis une second surveillant au maillet. Et enfin, à l'ordre, mes frères, aidez-moi, et sœurs, aidez-moi à ouvrir la loge d'apprentis, etc., etc. Il s'agit dans un premier temps d'exécuter ce qu'on appelle la couverture extérieure et intérieure de la loge. Là, c'est le travail du frère terrible qui va inspecter l'extérieur pour voir si nous sommes à l'abri du regard de tous les profanes. Et puis, pendant ce temps-là, les premiers et seconds surveillants procèdent à une inspection croisée de leur colonne. Alors, on vous expliquera l'inspection croisée, comment elle se déroule, hein. Il y a un process d'entrelacement de deux carrés qui rappelle l'entrelacement des deux triangles à l'Orient, je le précise. Donc le carré, je dirais, c'est dans ce qu'on appelle le écal, c'est-à-dire en bas, et le triangle, c'est en haut à l'Orient. Alors là-dessus, vous pourrez faire des petits exercices de géométrie pour vous rendre compte que ça colle parfaitement. Alors, le frère terrible, lui, il a un rôle particulier d'inspection, et quand il inspecte, il est épée à la garde, devant lui, à main droite. Et lorsqu'il prend la parole, il passe son épée à main gauche, pointe en bas. Voilà. Donc ces inspections ont lieu. En fait, on inspecte à la fois la loge extérieurement et intérieurement, mais en réalité, on inspecte aussi chacun d'entre nous, intérieurement et extérieurement, voir si nous sommes bien maçons,
Ceci est d'un niveau, je dirais, psychique, plus psychique que réel, puisqu'on se connaît tous généralement et on sait qu'on est maçon, mais c'est plus une mise en harmonie de chacun avec la totalité de l'assemblée. C'est ça qui importe. Enfin, on va, une fois que cette inspection a eu lieu, on va poser la question d'où vient la lumière. On va répondre de l'Orient, vénérable. Donc, pourquoi? Simplement parce qu'à l'Orient se situe le vénérable, qui lui-même est à l'aplomb de l'hexagramme, entre le soleil et la lune, porteur de l'épée flamboyante. Et c'est lui qui va, une fois que les horaires de midi plein auront été énoncés, annoncer que la loge qui était fermée va être ouverte par les signes ordinaires. Alors les signes ordinaires, effectivement, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant de voir dans cette affaire, c'est la double inspection, intérieur-extérieur. C'est la double inspection des premiers et seconds surveillants formant un carré entrelacé qui fait la réponse au triangle entrelacé de l'Orient. C'est le fait qu'on démarre les travaux à midi plein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le soleil est au plus haut, voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a un maximum de luminosité que je traduirai sous forme de conscience éclairée, bien sûr. Alors tout ceci est à commenter. Dans un deuxième temps, vous avez donné le rôle des officiants à loge. On va les détailler. Vous l'avez déjà, vous l'avez bien entendu déjà dans le livre de l'apprenti, mais rédigé sous une autre forme. C'est le travail d'un de nos vénérables maîtres, Christophe, qu'on a un peu rectifié, mais qui dans l'ensemble permet de bien recouper chacun des officiers, son positionnement, son rôle à l'ouverture et à la fermeture, bien sûr. Et en tout cas, tout ça est expliqué au niveau de l'apprenti. Comme questionnaire associé, vous aurez l'ensemble des bijoux qui sont emblématiques de chacun des officiers. C'est les bijoux qui sont en sautoir. Les définir, les reconnaître et les affecter aux surveillants, à l'orateur, au secrétaire, au trésorier des pauvres, etc. Et vous verrez qu'il en manque un, il faudra le trouver. Et vous verrez aussi qu'il y en a un qui n'a rien à y faire chez nous et qui vient d'un autre rite. C'est à vous de le détecter aussi. Donc ça demande un petit peu de concentration. Enfin, on aborde la fin du catéchisme de l'apprenti. On arrive de la 27e à la 33e proposition. Toujours des questions qui sont inhérentes au parcours de l'initiation, à la loge elle-même et puis à la reconnaissance. Vous savez, c'est les trois grands thèmes que nous avons définis avant d'aborder le détail du catéchisme. Et évidemment, on commence par l'obligation et le secret par serment. Qu'avez-vous fait dans cette posture? Parce que vous étiez le genou en terre, entre guillemets, sur l'équerre et la main droite dégantée sur la Bible et les bijoux de la loge, c'est-à-dire précisément l'équerre sur le compas. Eh bien, j'ai prêté l'obligation de garder les secrets de l'ordre. Voilà, ça c'est l'élément principal. L'obligation, c'est l'élément solennel et principal de l'initiation qui permet de faire le passage véritablement entre un état et l'autre, qui sera redoublé avec les 3 coups de maillet sur la rotule du compas. Après, nous avons, qu'avez-vous vu lorsqu'on a donné la lumière? J'ai vu le soleil, la lune et le maître de loge. Là, c'est très intéressant de voir que le maître de loge est ramené à une sorte de luminaire, en fait. Les 3 grandes lumières au rite écossais primitif, c'est pas la Bible, l'équerre, le compas, pas du tout. Ça, c'est du R2A. C'est donc le soleil, la lune et le vénérable maître, 3 grandes lumières. Il ne faut pas faire de confusion. Alors, quel rapport peut-il y avoir entre ces astres et un maître de loge? Eh bien, et là, la phrase est intéressante. Comme le soleil préside au jour, la lune à la nuit, le maître de loge préside à la loge pour l'éclairer.
Plus précisément, on va en arriver un petit peu plus loin au fait qu'il se tient à l'Orient, ce maître de loge ou vénérable maître. Et pourquoi? De même que le soleil se lève à l'Orient pour ouvrir la carrière, le mot carrière est intéressant pour un bâtisseur, pour un tailleur de pierre, la carrière du jour. Ainsi, le maître de loge se tient à l'Orient pour ouvrir la loge, éclairer les travaux et mettre les ouvriers à l'œuvre. Ça veut dire que carrière de lumière et carrière de pierre, c'est un rapprochement intéressant puisque toutes les pierres assemblées vont former un temple pour la lumière. Vous voyez la récurrence du système. Au niveau de la terminologie utilisée, maître de loge, c'est l'ancienne appellation, vénérable maître, c'est l'appellation la plus commune. Mais tout vénérable maître, chez nous, est un maître de loge. Voilà. En ce qui concerne le positionnement, cette fois-ci, des surveillants, c'est à l'Occident, et on explique qu'ils sont chacun à une colonne, dans le but de payer les apprentis, de leur donner le salaire. Le salaire, c'est pas de l'argent, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En alchimie, c'est le sel. Mais là, ce qui nous importe, c'est de voir si ils ont bien eu ce qu'ils espéraient avoir en termes de fraternité et de complément à leur connaissance. Voilà. C'est ça qui nous intéresse dans cette démarche de donner le salaire et de les renvoyer contents. Les ouvriers doivent repartir contents, c'est-à-dire satisfaits. Satisfaits pour ce qu'ils ont eu dans cette assemblée. Hein. C'est pour ça que vos assemblées doivent se passer le mieux possible et que tout ce qui est un petit peu problématique doit être évacué en amont de la loge ou après, mais se régler en dehors de la loge, c'est pas plus mal. Enfin, on va aborder le positionnement des apprentis au septentrion, parce qu'ils ne peuvent soutenir qu'une faible lumière. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas regarder la lumière de face, ils la regardent indirectement via leur second surveillant. Hein, donc il y a une triangulation du message, de la parole et de la lumière qui part du vénérable au second, puis à sa colonne, ou du vénérable au premier surveillant, puis au second surveillant, et qui remonte au vénérable. C'est ce qu'on appelle les triangulations de la parole, mais aussi quelque part de la lumière. Et enfin, on termine par deux aspects. Concernant la loge, d'une part, comment s'appelle votre loge? C'est une loge dite de Saint-Jean. Alors on fait appel au cycle cosmique du solstice d'hiver et d'été, hein, les deux, hein, tant qu'à faire. Et d'ailleurs, nous faisons des tracés pour la Saint-Jean d'été et des tracés pour la Saint-Jean d'hiver, ce n'est pas rien. Ça fait partie du rite écossais primitif où vous avez des qualifications de compagnons traceurs et de maîtres traceurs et de maîtres de la rose, nous verrons ça plus tard. Et enfin, la reconnaissance, l'identité ternaire et la reconnaissance, j'ai 3 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Quel âge avez-vous? 3 ans vénérable. L'identité de l'apprenti liée à ce chiffre symbolique, c'est-à-dire que par rapport à une dualité, on introduit un troisième terme, qui est l'observateur lui-même, et qui a suffisamment travaillé dans la profondeur de soi pour pouvoir s'élever à son tour, nous verrons ça plus tard. Mais le 3, c'est une manière de sortir, le ternaire est une manière de sortir de l'opposition, de concilier les oppositions pour en faire une troisième voie, une troisième possibilité qui va dans le sens qui est conforme à votre intériorité, c'est-à-dire à vos convictions, mais qui va dans le sens de l'élévation spirituelle toujours. En quatrième position, les mots pour le dire, nous aborderons la notion d'archétype et d'image archétypale en matière initiatique. Évidemment, on parlera de Carl Jung, on parlera un peu de Vitriol aussi, un peu de la caverne, bien sûr, mais on essaiera de démontrer que la loge est un modèle archétypal, un peu comme une sorte de totalité cosmogonique. Hein. On essaiera d'expliquer que le parcours de l'initié est une mythologisation de toutes les épreuves qui vont être rendues initiatiques, c'est-à-dire qui vont vous permettre de rencontrer des archétypes et des images archétypales qui vont vous permettre d'éveiller en vous des territoires un peu oubliés, d'éclairer de nouveaux territoires en quelque sorte.
Évidemment, on va aborder les couples pierre brute et pierre cubique comme archétype de la transformation de l'être. La notion de pavé mosaïque comme archétype de la dualité et de l'équilibre, bien sûr. Nous irons voir, nous ferons un coup de projecteur aussi sur les instruments et outils. Le couple au maillet-ciseau, archétype de la volonté et du discernement, de la force et de l'intelligence en action. Le couple équerre-compas, archétype de la matière et de l'esprit, de la rigueur et de l'ouverture. Le couple fil à plomb et niveau. Alors le niveau, on ne l'aborde pas encore, on verra ça plus tard. Mais on peut toujours dire déjà que le fil à plomb, c'est une rectitude, une détermination à aller au fond de soi et à bien se connaître. Et en page 19, nous ferons un tableau récapitulatif de l'ensemble des archétypes, ces images primordiales qui sont dominantes dans l'inconscient collectif, sur lesquelles on se réfère, tout du moins ici dans notre civilisation en Occident. Il n'est pas impossible que les archétypes puissent varier d'une civilisation à l'autre, j'allais dire d'une tribu à l'autre, mais c'est un peu ça. Nous sommes dans la tribu des bâtisseurs et on utilise des outils qui représentent quelque chose d'autre que l'outil lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre avec la notion d'archétype à travers les outils. Et ces outils vont donner lieu à des interprétations intéressantes qui pourront être déclinées dans plusieurs stades et plusieurs niveaux. Ça veut dire qu'il y a une sorte de polysémie. Plusieurs interprétations sont possibles. Nous allons voir ça un petit peu rapidement, mais on y reviendra plus tard. Et se poser la question sur le fait que finalement, comme il y a plusieurs interprétations symboliques à plusieurs niveaux, niveau pratique, niveau moral, niveau métaphorique, niveau anagogique, on expliquera ça plus tard, donc au moins 4 niveaux connus du franc-maçon, nous laisse entendre que la variable de définition d'un symbole est telle que même si l'archétype existe, il faut le remplir de quelque chose. Et que finalement cet archétype, cette image archétypale est une image en creux qu'il nous appartient de remplir, en quelque sorte. Le creux est déjà fait, le moule est déjà là, mais d'une personne à l'autre, nous allons faire des interprétations avec des variantes et une sensibilité quelque peu différente. Et enfin, vous aurez votre QCM, où là, une fois de plus, j'attire votre attention sur le fait que des fois, il y a une mauvaise réponse, des fois, il y en a deux, et des fois, il n'y en a pas. Et on peut se poser la question de savoir s'il y a aussi une bonne réponse dans le choix qui est proposé. Voilà, donc nous en avons fini pour ce livret numéro 5. On va poursuivre dans le livret numéro 6, l'ouverture des travaux avec l'apparition de l'imago mundi, c'est-à-dire le tableau de loge, comment ça se passe. Et puis on continuera à progresser sur bien d'autres thèmes. Je vous souhaite une bonne soirée.